Vous avez vu l'impact de l'IA sur la RAM et la carte graphique. Si leur augmentation des prix ressemble à une explosion, celle du processeur ressemble plutôt à une étincelle qui risque de devenir un feu de forêt. Et pourtant, personne n'en parle. L'IA s'attaque au processeur et ce de façon aussi violente qu'à la carte graphique. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi l'IA a soudainement besoin de CPU? Est-ce que vous avez besoin d'avoir peur? Et surtout, quel est l'impact sur l'achat de votre prochain PC? Tout ce que j'ai découvert en faisant mes recherches sur ce sujet, ça fait flipper. Mais il reste un espoir. Et c'est ce que je vais vous raconter. Si le tarif des composants PC est en train d'exploser, il y a quelque chose qui devient de plus en plus petit et de plus en plus compact. Et je parle évidemment des nouveaux chargeurs et batteries ultra fins de Ugreen. Ils m'ont envoyé pour tester le nouveau Powerbank ultra fin et dites-vous bien que là-dedans, il y a 10 000 mAh. Ça recharge en sans fil à 15 watts et en filaire à 30 watts. C'est grâce à la technologie Dimon-Cell qu'ils arrivent à faire un produit aussi puissant et léger tout en garantissant quand même 13 niveaux de protection. Et chez Ugreen, ça fait des années que j'utilise leurs produits. La sécurité, ça a toujours été un de leurs points forts. Le câble, il est directement attaché à la batterie, donc il n'y a pas besoin de fouiller dans le sac. Et j'ai aussi reçu ces mini chargeurs Ugreen Nexus Air de 65 watts. Il est 70% plus compact qu'un chargeur classique de même puissance. Les petits formats comme ça, c'est vraiment super pratique, pas seulement en voyage, mais aussi au quotidien. Je vais en offrir un comme ça à ma sœur parce qu'elle travaille en open space et elle n'a pas de place fixe. Donc tous les jours, elle est obligée de se trimballer avec un chargeur lourd dans le sac. Je pense qu'elle n'est pas la seule à faire ça, donc c'est typiquement le genre de choses bien pratiques. Il y a un nouveau chipset à l'intérieur, c'est le GaN Infinity. Ça va gérer tout ce qui est température, recharge, vitesse, etc. Et ce qui vous intéresserait le plus, c'est le rendement énergétique. 93%. C'est meilleur que l'alimentation Gold 80+ que vous avez dans votre PC. Le Nexus Air, c'est en plus le tout premier chargeur, toute marque confondue, à recevoir la certification pour les chargeurs compacts et puissants de la société TÜV SÜ. Et en plus, ils ont obtenu le grade S. Et pour cette qualité de finition, vous savez que c'est quelque chose sur laquelle je suis très regardant. Il coûte seulement 29 €. Je trouve ça hyper raisonnable. Tous les produits que je vous ai montrés sont disponibles dans plusieurs coloris très sympas. En visitant leur site, j'ai trouvé un bundle avec la batterie et le chargeur avec une très belle remise. Alors si vous voulez pas endommager vos appareils, je vous conseille de vous équiper avec Ugreen. Leurs produits font partie des plus fiables du marché, c'est bourré de protection et c'est pour ça qu'ils ont une très belle réputation. Je vous mets le lien des produits en description pour aller checker après et nous, on reprend. D'abord, du contexte très rapide. L'IA a soudainement besoin de CPU à cause du passage de l'IA générative à l'IA agentique. C'est aussi ce qu'on appelle la phase 2.0. Today's software needs to be processed completely in real time. The amount of computation necessary from generative AI 2 years ago to now agentic AI, it has gone up 1000%. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? L'IA générative, vous la connaissez déjà. C'est ce que vous utilisez au quotidien en envoyant un prompt et il vous répond par une image, une vidéo ou un texte. La réponse est considérée intelligente parce qu'elle passe au travers d'un réseau de neurones appuyé d'une base de données de connaissances très importante. Mais selon certains, l'IA générative telle qu'elle ne suffit pas pour justifier cet engouement mondial autour d'elle. Et c'est vrai, la plupart du temps quand on l'utilise, c'est un peu comme un chatbot. Alors pour créer de la vraie valeur, cette IA doit exécuter des tâches qu'un humain aurait réalisées physiquement. C'est ce qu'on appelle l'IA agentique. Ça existe déjà, vous l'utilisez peut-être et je vais vous montrer comment ça marche. Ok, bienvenue, là vous êtes sur mon bureau, on est sur notre magnifique site internet Strafe PC, si jamais vous avez besoin de commander un PC, même si les temps sont durs. Alors, imaginons que je suis un utilisateur, un client en particulier qui est en train de se construire sa machine et j'ai envie de comparer des prix. J'ai envie d'acheter un SSD. J'ai préparé un prompt pour ça en utilisant Claude in Chrome. C'est une extension qui est en bêta actuellement et c'est justement de l'IA agentique qui est capable de contrôler votre PC. Le prompt que j'ai préparé, c'est comme ça. Ouvre ces 5 sites internet. Donc je vais lister Amazon, PC Combat Test, Fnac, etc. Compare le prix et la disponibilité du produit suivant. SSD Samsung 990 Pro 2 Tera. Donne-moi une synthèse avec les sources et ouvre un onglet par site internet pour que vous puissiez voir ce qu'il est en train de faire. J'envoie ce prompt. Là, on va attendre qu'il mouline. Il va d'abord passer par une phase d'inférence. On va essayer de comprendre ce que vous lui avez demandé et ensuite il va générer une stratégie avant d'exécuter. Pour ceux qui n'ont toujours pas bien compris ce que ça veut dire agentique, agentique ça vient du latin agens, ça veut dire qui agit. En gros, c'est une IA qui non seulement peut vous répondre, mais ensuite elle peut aussi prendre le contrôle de la machine, exécuter des choses, créer des environnements de test, écrire du code, tester le code, etc. etc. C'est vraiment le niveau au-dessus, la nouvelle ère de l'IA. Ok, ça y est, là vous voyez qu'il a ouvert les 5 onglets. Sur PC Componentes, il a pas encore... Ah voilà, vous voyez, il fait la recherche. On le voit en direct, comme un humain,
agir. Et en fait, à chaque fois qu'il va exécuter une tâche, à chaque étape, il va réanalyser par la carte graphique ce qui est en train de se passer. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore un mouvement qui est ultra fluide comme un humain où on enchaîne sans réfléchir parce qu'on est habitué. Lui là, il va devoir analyser systématiquement ce qui est en train de se passer et puis proposer l'étape suivante. Du côté d'Amazon, c'est déjà bon. Il avait ouvert Fnac, il a ouvert Darty, il a ouvert Cdiscount. Voilà, et il devrait nous apporter une réponse. La réponse est prête. Ok, donc là il a fait le benchmark sur tous les sites, il a réussi à trouver le produit et il me dit en résumé le meilleur prix se trouve sur PC Componentes à 347,99. Dommage que ce soit pas une vidéo pour pub de PC Componentes. Il a détecté qu'il avait une livraison très rapide, la date de livraison le 24 août, suivi de très près par Cdiscount à 2 € près. Darty affiche une offre marketplace à 339 €, la moins chère mais via un vendeur tiers qui s'appelle Blazelinks avec une livraison plus tardive. Vous voyez, ça va quand même assez loin et donc ça, c'est vraiment ce dont on a besoin. Plus tard. C'est pas juste poser une question, obtenir une réponse et après vous vous débrouillez tout seul. Non. Il fait vraiment tout à notre place. Dans un autre scénario où je fais des achats quasiment quotidiennement pour Strafe, pour acheter nos cartes graphiques, nos processeurs, je pourrais carrément lui donner tous les fournisseurs auxquels j'ai accès et puis je lui envoie la liste des composants qui sont manquants et va chercher, comparer lui-même. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'automatise, mais ça peut être une possibilité plus tard. Pour comprendre le mécanisme derrière une IA agentique, on va regarder ce schéma qui correspond à ce qu'on appelle un workflow agentique. Le module de raisonnement en bas à gauche correspond à la partie inférence, comprendre votre demande et sortir une stratégie d'exécution. La partie inférence, elle est gérée par la carte graphique, que vous connaissez déjà. Et pour faire hyper simple, même si c'est pas réellement comme ça que ça se passe, on va dire que le gros du travail du GPU est déjà terminé. Maintenant, l'intelligence artificielle passe à l'exécution, c'est à ce moment-là que la charge de travail bascule sur le processeur. Notre CPU, il est sollicité pour orchestrer l'exécution. Ça veut dire planifier des tâches, appeler des outils comme la recherche web ou l'ouverture, la lecture de documents, l'exécution de code, la création d'un environnement de test, toutes ces choses-là. Pour comprendre pourquoi ce workflow pèse sur le CPU et pas la carte graphique, je vous fais un schéma pour vous montrer l'effet fan-out ou l'éventail en français. Une seule requête utilisateur nécessite l'intervention de plusieurs agents IA qui ont des compétences différentes. C'est un peu comme dans une entreprise, il y a des personnes qui sont plus à l'aise pour faire certaines tâches que d'autres. Chaque agent, il fait appel à des outils. Sur chaque outil appelé, il y a des tâches à exécuter. Et là, vous comprenez l'effet éventail. Tous les fils d'exécution que vous voyez à l'écran, ils correspondent à des threads. Ce sont des tâches en concurrence. Le processeur va les exécuter en parallèle. Chaque cœur du CPU s'occupe d'un thread. Et c'est justement là la magie du processeur. Il s'occupe de plein de choses en parallèle. Mais le processeur, il a une limite. C'est sa quantité de cœurs. Alors, on peut se demander, mais un GPU, ça a des milliers de cœurs. Pourquoi on ne met pas le GPU pour faire cette tâche-là? Si la limite du CPU est sa quantité de cœurs. Aujourd'hui, sur un processeur serveur, comme un Xeon ou un AMD EPYC, la quantité de cœurs maximale qu'on arrive à atteindre, c'est 256. Donc ça, c'est le plafond du processeur aujourd'hui. Est-ce que le GPU, il est incapable de le faire? Non. Il pourrait le faire, mais il est tellement inefficace qu'on perdrait beaucoup de temps à lui attribuer la tâche. Imaginez, une carte graphique, c'est un peu comme Naruto. Attendez. Quand il fait un ninjutsu clone pour attaquer un seul adversaire, c'est exactement ce que fait le GPU. Les clones individuellement sont très faibles, exactement comme les cœurs d'un GPU. Mais ensemble, ils peuvent décomposer le calcul, se dispatcher la tâche et terminer un seul calcul, une seule tâche le plus rapidement possible avant de passer au prochain. Il ne peut traiter qu'une seule tâche à la fois, il doit attendre le processeur qui lui donne l'instruction avant de passer à la prochaine. Le processeur, c'est tout l'inverse. Ses cœurs sont moins nombreux, mais sont beaucoup plus performants. Vous l'aurez compris, la quantité de threads simultanés que le CPU peut gérer, elle est directement limitée, elle est directement indexée sur la quantité de cœurs. Ok, j'espère que ça a été facile à comprendre, mais en tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici et que vous suivez toujours, bravo, le plus dur est passé. Maintenant, vous avez compris l'intérêt de l'IA agentique, pourquoi c'est la suite logique de l'intelligence artificielle et les contraintes matérielles qu'il y a sur le processeur. Mais en quoi ça vous concerne? Concrètement, quel est l'impact sur le marché du processeur et sur votre prochain PC? Pour l'instant, le prix des processeurs est assez stable. Il y a eu une légère augmentation de 10 à 15%, mais ça reste ok par rapport à ce qu'on a connu sur d'autres produits. La dernière génération de processeurs Intel, elle était assez impressionnante parce qu'ils proposaient des gains de performance par rapport à la génération précédente, tout en garantissant le même tarif, le même MSRP que la génération précédente. C'est assez incroyable pour 2026. Alors, même si on dit que les bonnes choses ont toujours une fin, cette fin, elle est arrivée un peu trop rapidement. Seulement 48 heures après la sortie du processeur, vous n'aviez même pas eu le temps de l'acheter, le prix a déjà augmenté. Mais comme je vous ai dit, 10 à 15%, c'est maîtrisé.
il n'y a pas de quoi inquiéter les gens. Et c'est pour ça, aujourd'hui, pas grand monde parle de ce sujet. C'est normal, regardez la situation de la RAM. Vous avez commencé à en entendre parler quand c'était déjà trop tard. Et puis après, ça n'a fait qu'augmenter. La première explosion a eu lieu, l'incendie a continué, les prix ont continué à augmenter. Pour le processeur, ce que je vous propose, c'est de creuser un petit peu. Allons regarder les signes qui indiquent une explosion des prix, ou en tout cas une grosse augmentation. Est-ce que vous saviez que sur le marché des processeurs serveurs, la rupture de stock, elle a déjà commencé? Il y a quelques mois encore, le délai de livraison des processeurs Intel était de 1 à 2 semaines. C'était très rapide. Il faut maintenant attendre 6 mois avant de recevoir sa commande. Avec un seul indice comme ça, c'est pas suffisant pour parler d'une future grosse pénurie. Et comme on parle de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher d'autres signes, par exemple sur le marché financier. Selon Morgan Stanley, une banque d'investissement américaine, l'IA agentique pourrait ajouter 32,5 à 60 milliards de dollars au marché du CPU sur les 3 prochaines années. La banque américaine estime qu'en 2030, la valeur de l'industrie du CPU serait à 210 milliards de dollars. Pour vous donner une échelle de comparaison, l'industrie de la musique enregistrée représente seulement 30 milliards. Donc avec ce chiffre, on a pu quantifier le besoin. Il est colossal. C'est justement pour ça qu'Intel, cette année, au mois d'avril, ils ont réussi à doubler leur action en bourse alors qu'ils ont subi ces 2 dernières années un fiasco sur le marché des consommateurs. AMD a récupéré une grande partie du marché, que ce soit du côté consommateur ou du côté professionnel. Les processeurs AMD occupent aujourd'hui 53% des data centers. Ils sont passés devant. Donc malgré qu'ils se fassent arracher le marché financier, lui, ne voit rien. Il est complètement déconnecté du marché réel. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Crucial, la RAM ou la carte graphique? Selon les estimations, le processeur est aussi important que la carte graphique. Il faut que vous voyez cette statistique. Selon le fabricant de processeurs actuel, il y a quelques mois encore, le ratio GPU-CPU dans les data centers était de 8 à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 8 cartes graphiques commandées, les clients commandaient un processeur pour piloter 8 cartes graphiques. Mais quelque chose est en train de changer. Les clients d'Intel et AMD, maintenant, commandent un ratio de 4 à 1. Le besoin en CPU a donc doublé. Mais pire encore, dans un avenir proche, le ratio nécessaire pour piloter des IA agentiques est de 1 à 1. Un processeur pour piloter une carte graphique. Quand les modèles d'IA sont suffisamment matures, quand on sort de cette grande phase d'entraînement, la pression redescend sur les cartes graphiques, mais elle explose du côté du processeur. Est-ce que vous vous rappelez qu'un instant, je parlais de la valorisation estimée en 2030 du marché du CPU et de la carte graphique? Eh bien, ce ratio de 1 à 1, elle correspond bien à cette estimation. On avait la même valorisation. Maintenant que vous avez compris à quoi on a affaire, je vais essayer de répondre à la question la plus importante. Concrètement, c'est quoi l'impact sur mon portefeuille? Est-ce que vous pourrez toujours acheter un PC demain? S'il y a une chose que j'ai apprise avec toute cette histoire autour de la RAM, cette polémique, ces explosions de prix, c'est qu'il faut prendre du recul. Il faut dissocier 2 choses. La direction du marché, la tendance, et ce que ces entreprises cotées en bourse vous disent. Le plus important pour eux, c'est que leur action monte. Mais ça nous donne aussi un indice sur ce qui va se passer. Des entreprises cotées en bourse ne peuvent pas complètement dire n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est important de regarder la tendance, la direction dans laquelle le marché va. On va vers une augmentation de prix, mais est-ce que c'est une explosion? Là-dessus, personne n'a la réponse. Je vous ai cité des banques, des entreprises comme Nvidia, Intel, AMD, qui sont les plus proches du marché, les plus proches de l'information. Mais elles ont toutes un conflit d'intérêts. En plus, aujourd'hui, elles n'ont plus aucune crainte par rapport à la réaction du marché des consommateurs. Elles peuvent vraiment dire ce qu'elles veulent, elles sont persuadées qu'on achètera. En réalité, on est un peu obligé. Ensuite, là, j'arrive à une information très importante. Dites-vous que la RAM, c'est vraiment différent du processeur. Le besoin en RAM, le besoin en mémoire, elle peut être illimitée. Si vous avez vu ma précédente vidéo sur OpenAI et leur faim insatiable en mémoire, vous avez compris qu'il n'y a pas de plafond en termes de mémoire nécessaire. Plus il y en a, mieux c'est. Mais pour le processeur, il y a bel et bien un plafond. On a vu tout à l'heure, c'était le ratio 1 à 1. Le ratio est non seulement présent dans les data centers, mais aussi chez vous. Je vous explique pourquoi. En général, un processeur tient 2 générations de cartes graphiques. Il y a même des gens qui gardent un processeur 10 ans pour changer jusqu'à 3 générations de cartes. Parce qu'en général, un changement de processeur, ça engendre souvent le changement de la carte mère et parfois même celle de la RAM. C'est coûteux et ça n'apporte pas un gain très important. La plupart du temps, c'est juste pour rattraper le retard qu'il y a avec la carte graphique, pour éviter un goulot d'étranglement, un bottleneck, brider la carte graphique par le processeur. Donc le besoin en processeur pour un consommateur
il est limité. On ne se bat pas exactement pour la même chose que les grandes entreprises avec leur CPU serveur. Pour conclure cette vidéo, c'est certain qu'il y aura de moins en moins de processeurs disponibles sur le marché des consommateurs et c'est aussi certain que les prix que vous connaissez aujourd'hui augmenteront. La tendance va dans ce sens. Mais est-ce que ça va exploser? Là-dessus, j'en suis pas certain et c'est justement la petite lueur d'espoir qu'on a. La bonne nouvelle. Vous avez compris que la situation de la RAM, elle est différente du processeur. Parce que l'usage qu'on a est différent. Il y a de fortes chances que les CPU très haut de gamme, qui possèdent beaucoup de cœurs, un peu comme la 5090, eux, explosent en prix. Parce que ce sont des produits qui peuvent être utilisés pour de l'IA agentique locale. Mais pour les particuliers et les semi-professionnels, c'est très différent. Si vous avez récemment acheté un processeur, vous avez remarqué qu'en jeu, le pourcentage d'utilisation du processeur dans le gestionnaire des tâches n'est jamais très élevé. Et c'est la même chose pour certains logiciels professionnels comme un monteur vidéo. La plupart des processeurs milieu de gamme récents peuvent très bien faire tourner ces logiciels-là. On peut peut-être s'attendre à de légers ralentissements par rapport à quelque chose de plus performant, mais la différence est largement acceptable. En plus, ça fait quelques années que la loi de Moore ne s'applique plus. Pour rappel, c'est l'idée qu'on est capable de doubler la quantité de transistors dans les CPU tous les 2 ans. C'est pour ça que les dernières générations de CPU n'ont pas vu d'innovation importante. On a 5 à 10% de gains et même chez Intel, sur leur première génération de Core Ultra, ils ont réussi quand même à nous proposer un CPU moins performant que la génération précédente. Ok, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, que vous ayez appris des choses avec moi. C'était Kang, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bye bye.